Test, test, test. Ouais, ça marche. Tout le monde est équipé? Je vous propose de démarrer, ça va faire venir les autres. Alors on ne va pas faire comme à l'école, je ne vais pas vous demander de venir au premier rang. Mais on peut dire qu'il y a un peu de place. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde. Nous sommes réunis pour discuter d'un sujet passionnant qui façonne l'avenir du commerce, à savoir les nouveaux schémas de distribution face à des consommateurs connectés. Dans un monde où la connectivité se déploie et où les consommateurs sont de plus en plus connectés, il est impératif de repenser nos stratégies de distribution et d'examiner de manière critique les opportunités comme les risques qu'elles engendrent. L'émergence de nouvelles technologies, l'adoption croissante des plateformes en ligne accélérée notamment par la crise Covid que nous venons de vivre, c'est encore très récent, ont profondément transformé les comportements d'achat des consommateurs. Désormais, ils peuvent accéder à une multitude de produits, de services à portée de clic, comparant les prix, lisant les avis et effectuant les achats en ligne depuis le confort de leur foyer. Cette évolution rapide du paysage du commerce pose un défi majeur pour les entreprises et les acteurs de la distribution traditionnelle. Dans cette table ronde, nous réunissons des experts du retail, de la supply chain, du e-commerce et du CPG pour échanger leurs connaissances, leurs idées et leurs visions sur les schémas de distribution adaptés à ce nouveau contexte. Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter à ces consommateurs connectés? Quels modèles de distribution émergents peuvent répondre aux attentes changeantes des consommateurs? Quelles stratégies peuvent être mises en place pour tirer parti de ces nouvelles opportunités tout en surmontant les défis associés? Ce sont des thèmes que nous allons aborder lors de cette table ronde. Nous explorerons les tendances clés et les particularités du marché marocain en tenant compte de son contexte spécifique. Nous mettrons aussi l'accent sur les modèles basés sur les nouvelles technologies en examinant comment ils se sont adaptés au marché marocain. Enfin, nous mettrons en perspective certains impacts de ce nouveau type de commerce et discuterons des limites et des défis qui accompagnent cette transformation. Nous terminerons par une session de questions-réponses de 15 minutes avec la salle. Je serai accompagné donc de Madame Lemzabi, consultante supply chain, qui a une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la supply chain, soit chez des CPGistes, soit chez les retailers. De Monsieur Merbour, membre du directoire et directeur des opérations de L'Oréal Maroc. De Monsieur Bencheida, directeur marketing de Jumia. Et de M. Chakor, cofondateur et président directeur des générales d'Inveco Green Group. Ma première question, c'est au regard de cette rapide introduction du sujet, quelle est aujourd'hui, en quoi ça résonne chez vous, sur chacun des experts qui sont là sur l'estrade avec moi, et ma première question va donc à Madame Lemzabi. Bonjour tout le monde, merci David pour cette introduction. Je suis ravie de faire partie de cette table ronde avec vous. Donc, par rapport à l'introduction que vous venez de faire, donc le monde a connu une forte perturbation ces dernières années et les comportements des consommateurs ont changé. Le parcours client a évolué et d'ailleurs aujourd'hui, les consommateurs se baladent entre les divers canaux, entre offline et online. Et d'après une étude de Think with Google, 75% des consommateurs ne sont pas liés à un canal en particulier. Ils veulent vraiment pouvoir switcher de l'un à l'autre en toute fluidité. Et donc c'est vraiment la tendance de par le monde, c'est la tendance au Maroc et c'est une tendance qui va certainement s'accentuer dans les années qui viennent. Et donc pour que cette expérience client entre les divers canaux soit vraiment cohérente, qu'elle soit continue et qu'elle soit réussie, il faut vraiment avoir une vue 360 du client. Et pour pouvoir avoir cette vue 360 du client, ça nécessite souvent une mise à niveau, une intégration des systèmes informatiques de l'entreprise.
Ça nécessite aussi une refonte complète de l'organisation. Donc c'est vraiment une vraie transformation culturelle. Je pense qu'on aura certainement l'occasion d'en parler un peu plus tard. En tout cas, l'omnicanalité va vraiment ramener des changements drastiques au sein de l'entreprise et se doit donc vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise pour que ça fonctionne et que ça réussisse. Voilà. Merci. Meki, votre point de vue? Bonjour David, bonjour à tous. Donc d'abord merci de nous avoir invités à cette table ronde. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc pour répondre à cette question, il faut faire une petite rétrospective sur l'évolution du Maroc ces 15-20 dernières années où le pays s'est transformé en une véritable société de consommation à part entière, avec des habitudes de consommation qui se sont transformées auprès des consommateurs, auprès des clients, et qui sont de plus en plus exigeants. Ils placent la barre de plus en plus haute et attendent de nous, professionnels, que l'on soit à la hauteur de leurs exigences en leur fournissant le meilleur service ou le meilleur produit. Cette situation s'est accentuée encore plus durant l'épisode Covid, où on a connu l'émergence de l'e-commerce, qui était bien installé depuis avant Covid bien sûr, mais l'épisode Covid a décuplé l'importance de ce canal qui aujourd'hui, en 2-3 ans, a gagné quasiment 10 ou 15 ans en termes de développement. Donc face à cette situation qui a des retombées forcément en aval sur tout ce qui va après, c'est-à-dire la logistique, les opérations, tous les professionnels de ces secteurs doivent être de plus en plus flexibles et doivent s'adapter aux nouvelles attentes des clients. Donc, en ce sens, l'omnicanalité est aujourd'hui un des vecteurs essentiels pour la réussite dans tous les secteurs, et notamment dans le secteur du e-commerce où on évolue. Et en ce sens, je pense que tous les professionnels de cette industrie l'ont compris et œuvrent en ce sens aujourd'hui. Voilà. Merci Meki. Monsieur Chakour, sur le sujet, et peut-être d'ailleurs sur la fin du parcours d'achat des clients, puisque aujourd'hui ces nouveaux modèles impriment un certain changement. Exactement. Donc, moi j'ai 2 axes sur lesquels je voudrais analyser les développements de la multicanalité et du e-commerce et des nouveaux modes de consommation. Le premier, c'est une dimension environnementale. Donc, quel est le footprint carbone de ce nouveau mode de consommation? Est-ce que nous améliorons la performance environnementale qui devient un sujet d'actualité partout dans le monde ou pas? Est-ce que la technologie permet de trouver des solutions pour mieux absorber? Et le deuxième est un point de vue business, c'est que ce sont des innovations qui se nourrissent du vécu local et de l'innovation locale. Et pour moi, le Maroc n'a pas encore démarré sa transformation parce que l'investissement réalisé dans l'innovation dans les startups logistiques au Maroc est insignifiant par rapport à ce qui se passe à l'échelle du continent africain. Je donnerai un chiffre, 1,2 milliard de dollars en 2022 dans les startups logistiques uniquement en Afrique. Sur toute la chaîne de valeur logistique, last mile, consolidation, préparation de commandes, qu'en est-il du Maroc? On est très inférieur à notre taille dans le PIB africain. Notre taille dans le PIB africain est aux alentours de 5%. Notre fair share aurait dû être de 5% de ce chiffre et on est très très loin. Donc la vraie révolution digitale de consommation doit se nourrir de l'entrepreneuriat, de l'innovation locale qui se nourrit de l'investissement qui n'a pas encore démarré, qui est encore très très frivole. Donc ce sont les 2 perspectives à partir duquel on aura tout à l'heure l'occasion de discuter. Merci. Merci. Monsieur Merbourg, on a la chance d'avoir effectivement non pas un distributeur mais un fournisseur de ces distributeurs d'une grande marque internationale qui est L'Oréal. Et je souhaiterais avoir votre point de vue sur ces nouveaux schémas de distribution et en quoi aujourd'hui ils ont un impact sur vos business à vous. Merci David pour l'invitation. C'est aussi un plaisir de participer à cette table ronde sur un sujet ultra important pour le Maroc. En fait,
Donc je rejoins tout ce qui a été dit et je rajouterai aussi que par rapport à le développement du e-commerce, pour un groupe comme L'Oréal, c'est une priorité. Parce qu'en fait, avant même le Covid, au niveau international, le groupe tablait déjà sur des parts importantes de son chiffre d'affaires et un poids de e-commerce qui soit au-delà de 20%. Depuis le Covid, ça a été un accélérateur dans tous les pays, mais surtout aussi au Maroc. Et ce poids-là dépasse aujourd'hui les 30% au niveau mondial. Alors au niveau local, on est loin de ces chiffres-là, puisque effectivement le secteur est en pleine mutation. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant tant qu'on a des acteurs qui vont œuvrer ensemble pour en fait développer ce volet-là de e-commerce. Donc, de notre part, notre responsabilité aussi, c'est d'être en mesure de s'adapter par rapport à ça en termes d'offres produits et en termes aussi d'offres, on va dire, d'expérience client. On en parlera par la suite. Mais l'idée, c'est en fait de participer autant que fournisseur pour développer de plus en plus ce volet-là du commerce, on va dire du e-commerce. Merci. Ce que je retiens donc de ces propos introductifs, consommateur qui aujourd'hui au Maroc et depuis 15 ans a exprimé de nouvelles exigences, ça a imprimé des changements sur les parcours de course, ça va nécessiter un certain nombre de moyens à mettre en œuvre, notamment moyens informatiques, vous l'avez évoqué, mais aussi une transformation culturelle importante. En outre, vous avez évoqué qu'il y a déjà des impacts qui sont prégnants, à savoir sur une dimension environnementale. Donc là, on est un peu à l'autre bout de la chaîne. Qu'aujourd'hui, les partenaires, en tout cas de la distribution, sont complètement connectés au e-commerce, qu'il y a une nécessité à construire des partenariats pour encore mieux les réussir, et que l'évolution de ces parcours d'achat imprime chez vous effectivement une évolution de l'offre. On va essayer de balayer ensemble l'ensemble de ces sujets dans les questions suivantes. Alors, pour finir de dresser le tableau marocain, je voudrais, Madame Lenzabi, que vous puissiez nous faire part des grandes tendances récentes en matière de distribution. C'est quoi les grands mouvements qui se sont opérés sur la distribution marocaine sur ces dernières années, l'évolution des canaux de distribution et notamment comment les canaux que je vais qualifier de traditionnels sont en train de bouger par rapport à ce qu'ils furent au regard de cette transformation. Donc je commencerai par reprendre les propos de M. Merbouh, à savoir que le Covid a été vraiment un accélérateur dans le monde du e-commerce et de la digitalisation de manière générale. Certes, au Maroc, le e-commerce reste balbutiant par rapport à l'Europe, mais prometteur parce que les Marocains sont vraiment férus de technologie. Quand on regarde par exemple le taux de pénétration d'Internet, donc on est à quelque chose comme 88% de pénétration, c'est-à-dire 33 millions d'habitants qui sont connectés. C'est énorme. Ce n'est certainement pas demain que toutes ces personnes-là vont commencer à acheter sur Internet, mais en tout cas, ça montre que le potentiel est là. Et on a aussi une vraie accélération sur le sujet. Donc, les chiffres du CMI, donc le Centre monétaire interbancaire, montrent qu'en 2022, nous avons eu une progression de 35% du paiement en ligne. Donc 35% en nombre de transactions et non pas en valeur. Donc ça n'a rien à voir avec l'inflation et la flambée des prix. C'est vraiment le nombre de transactions qui a augmenté. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est ce que M. Mekki était en train de dire, à savoir que le consommateur marocain, grâce à Internet, est devenu plus averti, plus expert, plus connaisseur et donc forcément plus exigeant. Et donc les entreprises marocaines je ne sais pas si elles n'ont pas eu le choix ou elles ont saisi l'opportunité, mais en tout cas, elles se sont vraiment très, très rapidement adaptées à cette nouvelle donne. Donc, les plus avertis ont vraiment profité de l'expérience des précurseurs sur le sujet et se sont dirigés vers l'omnicanalité.
D'autres entreprises se sont plutôt tournées vers la multicanalité. Donc la multicanalité, à l'inverse de l'omnicanalité, c'est que les canaux, donc les différents canaux de distribution vivent les uns à côté des autres. Ils sont vraiment indépendants, que ce soit sur le plan du fonctionnement de l'entreprise comme par rapport aux clients. Donc la multicanalité a vraiment ses limites parce que elle peut facilement amener à réduire le trafic en magasin. Donc vraiment, le maître mot, c'est l'omnicanalité, c'est de casser les silos entre les différentes divisions de l'entreprise. C'est les synergies pour avoir cette utilisation continue de tous les canaux. Et c'est vraiment ce que les consommateurs attendent. Alors au Maroc, pendant ces dernières années, on a vraiment vu de tout. On a vu la naissance ou l'ascension, l'expansion fulgurante de certaines entreprises. Donc on a un bel exemple avec Jumia ou avec Avito qui se sont vraiment bien implémentés et très rapidement dans le marché marocain et que tout le monde connaît finalement. On a aussi d'autres entreprises, par exemple tout ce qui est enseignes vestimentaires qui sont physiquement implémentées dans les grandes villes, mais qui arrivent aujourd'hui à toucher des clients dans tout le Maroc ou même dans les petites villes à travers leur site web, à travers leur application ou à travers Jumia encore une fois. Et puis on a un autre type d'acteurs comme Glovo, comme La Poste, MNA, qui ont aussi joué un vrai rôle de facilitateur dans ce paysage du e-commerce. Merci beaucoup. Monsieur Merpour, dans cette reconfiguration du commerce marocain aujourd'hui, vous évoquiez des logiques partenariales. Vous, comment vous positionnez en tant que fournisseur de ces nouveaux acteurs? Quel partenariat avez-vous mis en place? Quel partenariat envisagez-vous? Quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour effectivement embrasser ces transformations avec les distributeurs? Alors déjà, donc nous, en tant qu'acteurs, on a déjà des partenariats avec les principaux acteurs qui sont sur le marché, à savoir Jumia et les autres acteurs importants. Il y a une grosse marge de manœuvre. Il y a une grosse marge de manœuvre parce que, en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire notre secteur, qui est le secteur de la beauté, c'est pas le plus gros de la partie du e-commerce. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc même les chiffres disent que plutôt tout ce qui est, on va dire, paiement des factures, d'Internet, de la LIDEC, les voyages, tout ça sont plus qui représentent un poids. Donc ça veut dire qu'il y a de la marge. Maintenant, par rapport à ça, nous aujourd'hui, notre axe de développement aussi, c'est aussi de trouver des partenaires par rapport à toute la partie last mile. Alors, parce qu'on veut jouer un rôle en amont et surtout développer le social e-commerce qui aujourd'hui de plus en plus devient important. Donc, tout ce qui est page sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et tout ça, toutes ces pages-là sont aujourd'hui, comme a dit madame, c'est sûr et certain qu'avec un taux de pénétration au niveau de tout ce qui est mobile au smartphone dépassant les 80%, il est clair que chacun d'entre nous a vu certainement des pages de e-commerce sur son téléphone. Et partant de là, toute, on va dire, notre action, elle est fondée sur deux schémas. Premier schéma, c'est avec des partenaires solides, on va dire marketplace et tout ça, type Jumia, mais aussi des partenariats avec des partenaires au niveau de last mile, en se basant effectivement sur le social e-commerce, qui à mon avis va se développer encore plus en plus au niveau du Maroc. Parce que voilà, donc la tranche d'âge on va dire de 15 ans à 25 ans aujourd'hui, elle est plus équipée que jamais en termes de smartphone et jouera un rôle fondamental, on va dire, dans ce secteur-là,
et en l'occurrence le nôtre. Donc si je résume, on a parlé de potentialité qui est avérée aujourd'hui, un taux de connexion, vous évoquiez le chiffre de 88%, donc on a 80% aujourd'hui de la population marocaine qui est connectée, avec des barrières qui sont en train d'être franchies. On en reparlera sûrement sur le paiement mobile, parce que je crois comprendre que ça reste un sujet, néanmoins ça progresse. Donc des nouveaux pure players qui sont arrivés, type Jumia, il y en a d'autres, vous en avez cité, des distributeurs qui sont en phase de transition aujourd'hui, avec notamment la distribution textile, et donc des grands fournisseurs qui eux aussi apportent leur contribution à cette transformation en amont de la chaîne, plus sur les aspects d'utilisation des réseaux sociaux pour effectivement pousser leur marque. Néanmoins, vous évoquez le fait de dire on doit effectivement être partie prenante de la fin de la chaîne avec les acteurs du last mile, puisqu'ils ont une forme de responsabilité au regard de votre marque, parce que si le niveau d'exigence est très élevé, bah, la marque en bénéficie. Si inversement c'est déceptif, la marque pourrait effectivement là aussi en bénéficier, mais pas dans le bon sens. Je me tourne vers vous, Monsieur Chakor. On vient d'évoquer effectivement cette partie last mile, qui est une nouvelle activité qui est associée au monde de la distribution, qui peut générer effectivement un certain nombre d'opportunités, mais aussi de nouveaux défis. Et je voudrais que vous nous évoquiez cette nouvelle responsabilité qu'ont effectivement les distributeurs associés à cette nouvelle activité de distribution. Exactement. Je voudrais attirer l'attention sur la réglementation, enfin une réglementation qui est en train de devenir un standard en Europe et qui est en train de venir au Maroc, ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Et la responsabilité élargie du producteur, c'est que la fin de vie du produit est de la responsabilité du producteur et non du consommateur. C'est-à-dire quand je consomme cette bouteille d'eau, c'est le producteur qui doit mettre à la disposition du consommateur un modèle d'économie circulaire. Et le Maroc est en train d'implémenter la REP dans son mode. Et donc les nouveaux canaux de distribution que sont le digital ou que sont les canaux alternatifs devraient prendre en considération ces contraintes qui n'existaient pas dans les pays où ils ont émergé avant. Donc il y a une contrainte supplémentaire qui devrait intégrer. On sait très bien qu'il y a du suremballage dans le e-commerce. C'est un sujet qui est devenu d'actualité en Europe et aux États-Unis. Au Maroc, la croissance doit se faire au moment où la contrainte est là. Et je voudrais rajouter un point juste pour dire que moi je voudrais qu'on soit conscient que l'accélération n'est pas au bon rythme. Et je voudrais prendre l'exemple du food delivery par exemple. Si on s'attendait des grands players de food chain, donc pour ne pas les citer, les McDo, les Burger King, les Pizza Hut, de transformer le mode de livraison, de consommation de la nourriture, ça aurait pris 100 ans. Et le fait d'avoir des pure players qui viennent pour disrupter le marché a fait que, au bout de 4-5 ans, donc pour ne pas encore les citer, Glovo et Jumia, on a eu une accélération importante. Pourquoi on a eu cette accélération importante? Parce qu'il y a eu énormément d'investissements. Pourquoi il y a eu énormément d'investissements? Parce qu'il y a eu énormément de levées de fonds. On a bénéficié de la levée de fonds de Glovo en Espagne, de Jumia en Afrique, et c'est une grosse partie de cet argent levé dans ces pays qui a permis de faire la transformation culturelle nécessaire pour accélérer un mode de consommation différent et rabattre le rapport de force, parce qu'ils l'ont fait parce qu'ils croyaient pouvoir gagner de l'argent, et c'est ce que je leur souhaite, avec des pure players qui étaient dans une situation de confort. Pour la partie FMCJ, je ne vois pas aujourd'hui, ou même cosmétiques, ou même textiles, je ne vois pas les prémices de rupture. Les gros players essayent, mais le rythme n'est pas le bon pour une transformation digitale accélérée. Et encore une fois, ça va me ramener au point de l'investissement dans l'innovation et dans les startups. Tant qu'on n'aura pas un écosystème riche, bien financé, qui essaye de détruire les grands, de leur prendre une part de la valeur ajoutée qu'ils détiennent aujourd'hui, la cadence ne sera pas bonne. Et il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, la cadence n'est pas bonne. C'est vrai que la croissance est intéressante, mais relativement à d'autres environnements, d'autres pays, on n'est pas bon. On n'a pas des players aujourd'hui qui vont aller
conquérir l'Afrique ou conquérir d'autres territoires de par leur business model innovant, ce qui n'est pas le cas de l'Égypte, ce qui n'est pas le cas du Nigeria, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Sud, où nous voyons des initiatives bien financées, bien portées par des managers intéressants qui sont là pour disrupter le marché et qui vont venir s'implanter et ramener leur business model ici au Maroc. Madame Lebzevi, une réaction par rapport à ces propos de M. Chakor? Alors, ce que je voudrais dire, bon, M. Chakor a pas mal parlé de la nécessité de révolutionner la manière de faire, notamment par rapport aux emballages, etc. Donc c'est des choses qui nous paraissent un peu loin de la réalité des fois ici au Maroc, mais on n'a pas trop le choix que de s'y atteler. Pour les raisons environnementales qui ont été citées, mais aussi pour des raisons d'économie. Hein. Quand on va aller parler de toutes ces plateformes du digital, etc., très souvent aussi, c'est des entreprises qui travaillent, mais qui ne font pas nécessairement du profit. Donc, bon, on l'a vu hein, sur certaines plateformes, on trouve des prix, des produits à des prix qui défient toute concurrence et beaucoup plus bas que ces produits-là ailleurs sur le marché. Donc il n'y a pas de baguette magique. Il faut se dire que cette entreprise est en train de vendre en ligne à prix cassé et probablement à perte. Et ça, c'est des modèles qui ne peuvent pas continuer dans le temps. Donc la seule manière de faire, parce que le consommateur attendra toujours des prix plus faibles et les meilleurs prix sur le marché, il faut changer la manière de faire et se dire qu'il faut qu'on travaille sur la diminution des coûts. Donc quand on travaille sur la réduction de l'empreinte carbone, on ne le fait pas, il ne faut pas se leurrer, hein, on ne le fait pas juste pour le climat et on ne le fait pas juste pour la planète. On le fait parce que ça permet de diminuer les coûts de l'entreprise et donc soit d'améliorer la rentabilité, soit de passer d'une situation où on n'est pas rentable à une situation où on l'est. Donc même si ce discours autour du footprint et de l'empreinte carbone, etc., peut nous paraître peut-être loin de nos préoccupations, loin de notre réalité ici au Maroc, il faut se dire que vraiment il faut s'y atteler et il faut s'y atteler aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement, enfin, c'est pour le bien de la planète, c'est très important, mais c'est aussi pour pouvoir améliorer la rentabilité de l'entreprise et diminuer les prix aussi pour le consommateur. Monsieur Merbourg, une réaction? Juste par rapport à ce sujet-là, qui est en fait ultra important pour l'environnement, je pense que effectivement au Maroc, aujourd'hui, le sujet, il est, on va dire, à ses débuts, mais la responsabilité des fabricants, elle est là aussi. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les grands fabricants, même en nouant des relations avec des partenaires dans la distribution, mettent en avant dans leur, on va dire, contrat, ce volet-là. Et donc, du coup, ça pousse aussi tous les partenaires à s'améliorer sur ce plan-là. Et je pense qu'avec ça, on va y arriver. Et même on va dire, les partenaires qui sont, on va dire, toute la chaîne de l'e-commerce, ben, ils seront amenés aussi à changer et à se conformer, on va dire, pas se conformer, mais à s'adapter à ces demandes, et parfois qui sont des exigences, pour en fait, on va dire, aller dans ce sens-là, parce que c'est, dans tous les cas, si on ne prend pas soin de la planète, à un moment donné, ça sera vraiment un souci pour nous tous. Si je résume donc vos propos, la responsabilité élargie donc, du distributeur et du producteur, elle va s'imposer à tous. Voilà, on peut le dire que comme ça, hein, et ce n'est pas quelque chose qu'on va arrêter. Ça peut être vécu effectivement comme une contrainte, mais ça peut être une opportunité. Aujourd'hui, c'est plutôt vécu comme une contrainte, mais il va falloir effectivement transformer ça en une opportunité. Dans les propos, et je pense que dans ce que j'ai compris de la part des fournisseurs, il y a déjà, entre guillemets, des logiques qui sont mises en œuvre. Donc, on va dire intellectuellement, tout est prêt. Il faut passer à la vitesse supérieure au fil du temps et passer de l'intellectuel à la mise en œuvre, ce qui restera
et ce que j'ai compris dans l'omission de Shakor, en tout cas avec votre vision un peu compliquée, parce qu'il y a un manque d'investissement sur un certain nombre, en tout cas, de moyens qui pourraient être les startups pour disrupter ces logiques-là et aller beaucoup plus vite pour répondre à ces enjeux. On va poursuivre notre discussion. On vient de voir que le marché du Maroc donc, était en pleine reconfiguration. Je crois que c'est un euphémisme que de le dire au regard des propos que vous avez tenus. Toutefois, maintenant, je voudrais un peu aller dans les couches basses. Hein. On parlait d'enjeux plutôt intellectuels. Maintenant, si on devait mettre des moyens en face, là aussi, je me tourne vers vous, Madame Lemzabi, sur les infrastructures technologiques. Vous en avez un petit peu parlé dans vos propos introductifs, et la nécessité, effectivement, d'intégration, c'est le terme que vous avez utilisé. Donc, je voudrais que vous puissiez développer ce thème autour de l'intégration technologique nécessaire. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut vraiment avoir une stratégie omnicanale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans le e-commerce sans réfléchir à leur futur, sans avoir une vision long terme, sans réfléchir à leur stratégie, sans réfléchir aux moyens qu'il faut pour implémenter cette stratégie. Et effectivement, un des défis, c'est l'intégration, comme vous l'avez dit. Mais avant de parler de l'intégration, je souhaite parler d'un autre défi qui est pour moi le défi numéro 1. C'est tout ce qui est refonte de l'organisation. Donc une stratégie omnicanale requiert de ne plus avoir de silos dans l'entreprise. Donc on ne doit pas avoir une division qui s'occupe des magasins physiques et une autre division qui s'occupe du e-commerce. On doit vraiment avoir une organisation unique et qui a des objectifs communs, des budgets communs, etc. Donc c'est un premier défi majeur. Le deuxième défi, c'est celui que vous avez cité, c'est tout ce qui est mise à niveau et intégration des systèmes informatiques. C'est un vrai défi aujourd'hui au Maroc. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de mise à niveau et d'intégration des systèmes? Et l'intégration, elle se situe à deux niveaux. D'abord, les systèmes doivent être intégrés entre eux, et ensuite, ils doivent être intégrés entre les différents canaux. Donc pourquoi est-ce qu'ils doivent être intégrés entre eux? Donc on disait tout à l'heure que le consommateur aujourd'hui est beaucoup plus exigeant. Donc il veut être livré rapidement. Et s'il a placé une commande sur Internet, il veut pouvoir tracer cette commande et savoir quand est-ce qu'il va être livré. Donc ça demande que les systèmes informatiques de l'entreprise, donc WMS, TMS, etc., quand ils existent, donc ces systèmes-là doivent être absolument connectés entre eux pour pouvoir justement fournir pour pouvoir justement livrer rapidement et fournir ces informations en temps réel aux clients. Alors ces systèmes doivent aussi être intégrés à travers les différents canaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous donnez par exemple une carte de fidélité à un client, donc vous ne pouvez pas lui dire que cette carte de fidélité est valable dans les magasins physiquement, mais qu'il ne peut pas l'utiliser sur Internet. C'est quelque chose que le client ne va pas comprendre, ne va pas accepter. Deuxième chose, deuxième exemple, donc quand un client se rend dans un magasin, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, donc quand un client se rend dans un magasin, veut un article et ne le trouve pas en stock et demande au vendeur s'il peut le commander sur Internet et que le vendeur lui répond qu'il ne peut pas lui fournir cette information, le client ne comprend pas et est vraiment perplexe. Autre exemple, si vous voulez aujourd'hui acheter un congélateur ou une télévision, il y a toutes les chances pour que vous regardiez d'abord sur Internet, que vous alliez voir sur le site Internet de l'entreprise pour pouvoir, de votre canapé, comparer les offres, les spécifications techniques, les prix, etc. Donc vous allez faire ce travail-là chez vous sur votre téléphone ou sur votre PC avant de vous rendre physiquement dans un magasin. Donc, une fois que vous partez en magasin, si le vendeur vous explique que cette référence-là est disponible sur Internet, mais n'est pas référencée dans le magasin, à savoir qu'il y a vraiment des gammes différentes sur Internet et dans le magasin, c'est quelque chose qu'un client ne peut pas comprendre. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on doit vraiment avoir une intégration des systèmes informatiques entre les différents canaux. Donc, et ça, c'est la perspective client. Si je prends du point de vue de l'entreprise, cette intégration,
va permettre d'avoir des informations extrêmement importantes. Et récolter ces informations à propos du client va permettre d'anticiper. Donc à travers le net, on va pouvoir connaître les préférences du client. Et c'est très important parce que par la suite, on va pouvoir envoyer des mails par rapport à des promotions ciblées, etc., en fonction des centres d'intérêt des clients. On va pouvoir avoir accès à l'historique des ventes, à l'historique des réclamations. Donc tout ça, c'est des informations qui sont extrêmement utiles pour une entreprise. Alors toujours sur ces aspects de défi, un troisième défi, c'est tout ce qui est gestion de la donnée. La gestion de la donnée devient beaucoup plus importante et en fait le e-commerce pousse les entreprises vers l'excellence. Elles sont forcées d'aller beaucoup plus loin. Je vais vous donner l'exemple de la gestion des stocks ou de la mise à jour des stocks. Donc lorsque vous êtes dans le e-commerce, vous ne pouvez plus vous contenter d'une mise à jour quotidienne des stocks. Vous devez avoir une mise à jour en temps réel des stocks. Je suis sûre que vous avez tous vécu cette expérience où vous voulez commander un article sur Internet et donc sur le site Internet de l'enseigne, l'article est affiché comme étant disponible, mais quand vous placez la commande, vous recevez un mail 24 heures plus tard comme quoi cet article est en rupture et n'est plus en stock. Et ça, c'est tout simplement dû au fait qu'il y a un déphasage entre le stock physique et le stock dans le système. C'est qu'il n'y a pas cette mise à jour en temps réel des stocks. Et à ce moment-là, pour le client, c'est une mauvaise expérience. C'est vraiment c'est un échec, c'est une mauvaise expérience. Et ça, c'est un troisième défi donc, autour de la donnée. Et donc ces trois défis que je viens de citer, c'est des défis qui existent partout. Mais c'est vraiment les défis du moment ici au Maroc. Et donc les entreprises doivent absolument travailler sur tous ces aspects-là pour pouvoir réussir leur omnicanalité. Merci. Monsieur Benchaïda, chez Jumia, donc un pure player aujourd'hui implémenté au Maroc, quels sont aujourd'hui ces grands défis au regard de ce que vient d'évoquer Madame Lenziba? Écoutez, de nombreux défis restent encore à relever, bien qu'on ait effectué un long chemin ces dernières années, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chez Jumia et chez toute l'industrie en fait, de l'e-commerce, on a d'abord un point relié à la confiance qui doit être travaillé, qui doit être investi par nous auprès des consommateurs. Quand je dis confiance, je parle confiance tout azimut, c'est-à-dire ça va de solutions de paiement totalement sécurisées, au fait de proposer des produits de qualité, des produits originaux, un site web qui inspire confiance, qui est friendly pour tous les utilisateurs. Donc après ça, je dirais qu'il y a aussi un défi par rapport à l'adaptabilité au contexte et aux populations locales. Donc ça, il faut que les entreprises puissent être flexibles, qu'elles puissent revoir le moment voulu leur stratégie pour s'adapter au contexte et aux attentes des clients. Enfin, évidemment, il y a des aspects plus terre-à-terre. On parle des infrastructures tech, infrastructures logistiques, qui certes ont bien évolué au Maroc ces dernières années, mais qui restent quand même en deçà de ce qui se fait ailleurs dans le monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie. Donc concrètement, chez Jumia, nous avons été confrontés ces derniers mois, ces dernières années à un contexte très hostile, de par le contexte inflationniste qui sévit au Maroc et partout dans le monde, et notamment dans les pays africains où nous évoluons. Donc face à cela, on a mis en œuvre un peu tout ce que je viens de dire, et on a mis en place un nouveau projet qui s'appelle PUS City Expansion. Donc PUS, c'est l'acronyme de Pick Up Station. Donc historiquement, on livrait tous nos colis chez le client directement. Mais au vu de l'explosion des prix du transport, des prix des livraisons, évidemment, nous avons dû répercuter cette augmentation auprès des clients. Évidemment, ça nous a impacté en termes de performance, et ce n'était pas possible ni viable de continuer à impacter ces prix sur les clients. Donc,
qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est d'ouvrir des pick-up stations, comme leur nom l'indique, en partenariat avec des acteurs locaux dans toutes les petites villes de moins de 100 000 habitants. Donc aujourd'hui, on a déjà déployé une trentaine de ce type de points physiques, Jumia, qui s'adossent en fait à des commerces déjà existants sur ces petites villes. Typiquement, on peut parler d'un studio photo dans la ville de Azoro, par exemple, d'une librairie dans la ville de Tiffels, bref, ce genre de commerce de proximité. Et donc, nous livrons les produits directement au sein de ces commerces et les habitants de ces villes viennent récupérer leurs colis directement auprès de ces commerces. Qu'est-ce que ça impacte? Ça impacte nos coûts de livraison. Le door delivery est beaucoup plus cher que le PUS delivery pour nous. Le client, en général, on choisit des locaux très très bien situés à l'intérieur de ces villes. En général, c'est sur l'axe principal de la ville ou bien près du souk hebdomadaire, par exemple. Et donc, forcément, le client va passer au moins une fois par semaine ou deux à côté de ce commerce. Donc, pas de réel impact en termes d'expérience client, mais un réel impact en termes de prix de livraison. Et donc, le consommateur en bout de chaîne dépense moins. Autre avantage relié à ce projet qu'on a en fait découvert sur le tas. En fait. On s'est rendu compte que dans ces petites villes, contrairement à Casablanca, à Rabat, à Tanger, Jumia n'était pas aussi bien connu. Donc en fait, les gens ne connaissaient pas vraiment Jumia ou ils avaient une vague idée. Donc on a décidé d'aller encore plus loin et de prendre sur place des ambassadeurs Jumia, qu'on appelle des J-Forceurs. C'est une entité qui s'appelle la J-Force et qui ont pour rôle de promouvoir Jumia, d'expliquer aux habitants de la ville ce qu'est Jumia et aller même jusqu'à passer des commandes pour les clients lorsque ceux-ci ne sont pas à l'aise avec les outils technologiques. Donc voilà, donc c'est tout cet arsenal qu'on a déployé pour surmonter ces défis. Et par rapport à nos partenaires commerciaux, donc je pense notamment à L'Oréal, donc on leur permet d'avoir une boutique officielle au sein de toutes ces villes grâce à ces ambassadeurs qui font la promotion de nos marques phares sur toutes les catégories et expliquent aux populations locales que bien que vous n'avez pas un magasin physique L'Oréal ou Adidas ou bref, toutes les marques avec lesquelles on travaille chez vous, mais grâce à Jumia, vous avez cette possibilité. Vous avez tout l'assortiment qu'un Casablancais ou un Rabatais peut avoir, ben vous l'avez dans votre ville avec des délais de livraison qui n'excèdent jamais 48 à 72 heures. Voilà, donc c'est un peu ça l'approche que nous avons eu à Jumia et que de nombreuses entreprises dans le secteur du e-commerce ont eu et vont continuer à avoir pour continuer à croître et continuer surtout à répondre aux exigences des clients qui sont de plus en plus élevées. Voilà. Merci Monsieur Benchina. Monsieur Merbour, une réaction? Oui, effectivement, en fait, par rapport à ce volet-là, donc nous œuvrons à plusieurs niveaux. Comme a dit M. Benchida, donc il y a en fait effectivement avec des partenaires, on va dire de taille, comme Jumia, on a des boutiques officielles. Ça veut dire sur le site, il y a une boutique officielle L'Oréal et la personne, en fait, elle sait qu'elle est sur les produits de L'Oréal dans une plateforme du Jumia et peut passer sa commande sans aucun problème. Donc, effectivement, on travaille énormément sur le contenu parce que ça, c'est important. Pour un consommateur s'il a le maximum d'informations sur le produit, sur tous les spécificités du produit, tout ça, en termes de contenu, en termes de publicité, tout ça, donc ça l'aide énormément. Donc il y a un budget média qui est important pour en fait agir et aider ce type de commerce. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on met en place un budget média en collaboration avec Jumia, on voit que le chiffre d'affaires va augmenter d'une manière très significative pendant cette période-là. Donc ça, c'est quelque chose de très palpable. À côté de ça, donc, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tout le social e-commerce. Et là aussi, il y a beaucoup de contenu.
par rapport à ça et effectivement ça aide énormément. Maintenant, pour nous, l'expérience, on va dire, client, elle est importante parce que c'est comme quand on suit dans nos magasins aujourd'hui des indicateurs comme OSA, donc On-Shave Availability, on suit aussi au niveau du e-commerce qu'on appelle OLA, Online Availability. Donc, et ça, c'est des indicateurs qui vont nous permettre en fait de savoir combien en fait est-ce qu'il y a eu des produits qui ont été passés, qui ont été en rupture et tout ça, et ça nous permet en fait d'ajuster et de réajuster en fait aussi nos stocks chez nos partenaires. Donc ça, c'est au-delà du fait que nous, on va vendre, on va dire, on va mettre à disposition les produits, mais c'est ultra important pour nous aussi que le consommateur final ait une bonne expérience. Et comme a dit Madame, c'est sûr et certain que le plus désagréable, c'est quand vous passez une commande et 24 heures après, on vous dit que le produit n'existe pas. Ça peut aller jusqu'à changer complètement de marque si jamais il n'y a pas on va dire, une fidélité à cette marque-là. Donc, en fait, tous ces paramètres-là nous permettent aujourd'hui de s'assurer effectivement de toute, on va dire, l'expérience et aussi dans son parcours de A à Z. Il nous arrive aussi de mettre en place des incentives par rapport à toute la partie aussi, on va dire même, livraison, c'est-à-dire avec nos partenaires. Donc ça nous permet en fait aussi de s'assurer que nos partenaires, ils vont aussi en fait travailler aussi sur cette partie-là pour rendre l'expérience la plus agréable pour le consommateur final. Merci. Donc, si je synthétise, on a dit beaucoup de choses sur cette partie. Les nouveaux modèles, ça imprime d'abord de casser l'ICO de l'entreprise pour se focaliser sur la promesse client. Je crois que c'est le message fort qu'il faut garder en tête. Donc focal client, et il n'existe plus de canaux en tant que tel. On se focalise sur le client. Le temps réel est une nécessité, notamment les stocks. Je pense qu'il y a plein d'autres informations, mais en tout cas, l'information stock en temps réel, c'est ressorti très très fort, avec ce que vous venez d'évoquer, donc l'OSA et l'OLA maintenant, et une logique même d'incentive, effectivement, de certains en tout cas de L'Oréal, on ne va pas parler pour tous les fournisseurs, pour, entre guillemets, monter le niveau des exigences de l'ensemble de la chaîne. Vous avez évoqué des logiques autour de la relation client, notamment au travers des données qu'on pouvait capter, améliorer la relation client entre le distributeur et puis le consommateur final, et aussi une captation de données qui sera demain réutilisée dans l'entreprise pour améliorer ses opérations, mais peut-être aussi demain encore améliorer la relation avec le client. On a vu aussi que ces moyens-là permettaient de développer de nouveaux modèles commerciaux, avec Jumia qui nous exposait donc le fameux Pick-up Station, et vous avez parlé d'adaptabilité aussi des distributeurs. On avait une vision qui a existé, et puis face aux réalités économiques, changement de braquet, je vais le formuler comme ça, et donc vous vous êtes focalisé sur une autre solution, un Pick-up Station, qui, comme je l'ai compris, a une forme inclusion commerciale, puisque j'ai compris que c'était, je ne suis pas expert de la géographie du Maroc, vous m'excuserez, mais que ce n'était pas implémenté, entre guillemets, dans les très grandes villes marocaines, en tout cas, exactement. Et que ça permettait effectivement de mettre à disposition des clients qui sont peut-être éloignés, effectivement, d'un distributeur comme vous. Vous avez permis, en fait, une forme d'inclusion commerciale, je vais le formuler comme ça. Absolument. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Ok, très bien, merci. Je vous propose de poursuivre avec des opportunités, effectivement, essayer un peu de les chiffrer, notamment, vous avez une grande expérience, Madame Ladabi, sur le retail. Vous avez très bien connu Carrefour aussi. Carrefour qui est une entreprise qui fait beaucoup de choses dans le monde, au Maroc particulièrement. Qu'est-ce que Carrefour a pu mettre en place, ou une autre enseigne que vous connaissez, et quels sont les résultats un peu tangibles, si vous pouvez livrer quelques chiffres, mais si vous ne pouvez pas les livrer, nous donner une idée de l'impact très concret que ça a pu générer effectivement chez un distributeur traditionnel comme Carrefour, ce mouvement vers l'omnicanalité.
Alors, l'omnicanalité, donc pour toute entreprise, permet de toucher beaucoup plus de clients. Donc, on l'a dit tout à l'heure, donc une entreprise peut être implantée physiquement dans une grande métropole, mais peut avoir des clients dans des petites villes, donc à travers justement les sites internet. Donc, ça permet de toucher plus de monde. Ça permet aussi de toucher les gens pendant une plage horaire plus longue, parce que les applications et internet sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, ce n'est pas le cas de tous les magasins. Donc forcément, ça booste les ventes. Il y a aussi la facilité. C'est plus facile sur une application d'aller faire ses courses plutôt qu'en grande surface. Donc ce sont des choses aussi qui forcément dopent le panier moyen. Et puis, je citerai aussi, donc c'est des choses qui forcément augmentent les ventes. Et je citerai aussi une étude de Aberdeen Group sur l'engagement client. Donc cette étude dit que tout simplement une entreprise qui a une expérience client omnicanale réussie a une fidélité de 89% versus 33% pour une entreprise multicanale ou une entreprise qui n'a pas une expérience omnicanale réussie. Et donc là, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure à propos de vous placer votre commande sur Internet et vous recevez un mail le lendemain qui vous dit que en fait finalement l'article est en rupture, n'est pas en stock et que donc vous n'allez pas l'avoir. Donc ça c'est une expérience ratée. Donc ça c'est un cas où vous n'êtes pas dans les 89% des fidélités, mais vous êtes plutôt dans les 33% de fidélité. Donc je pense avec cet exemple aussi, avec ce chiffre-là, vous pouvez voir à quel point c'est important que cette expérience omnicanale soit réussie pour pouvoir justement avoir des clients fidèles qui donc vont revenir et vont acheter une deuxième et une troisième fois. Et puis ces clients, s'ils sont satisfaits et engagés parce qu'ils ont eu une expérience réussie, ça veut devenir vos ambassadeurs. Donc c'est ces propres clients qui vont vous faire de la publicité auprès d'autres potentiels clients. Et donc là, c'est vraiment un cercle vertueux qui est enclenché parce que ça vous ramène plus de clients, plus de ventes. Dernier point, donc je reviendrai à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du référentiel client et de la donnée. Donc cette multicanalité vous permet aussi de récolter de l'information à propos des préférences de vos clients, à propos de leur expérience online et offline. Et donc toutes ces informations, que ce soit à travers des enquêtes, des avis, de la fidélité, etc., toutes ces informations doivent être analysées par l'entreprise pour pouvoir définir les tendances, pour pouvoir définir les propositions, pour pouvoir définir les promotions ciblées qu'il faut, pour pouvoir définir aussi les moyens de communication qu'il faut avoir avec ses clients. Donc tout ça, ça fait que forcément les ventes à la fin sont boostées et qu'il y a un impact positif sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité de l'entreprise. Merci. Je vous vois hocher de la tête, Monsieur Merbourg. Vous avez peut-être des chiffres à nous donner côté L'Oréal, s'il y a effectivement vous constatez les mêmes évolutions ? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le e-commerce chez nous est encore tout petit. Hein, donc voilà, donc par rapport à ce qui se fait dans le groupe. Et notre ambition, c'est... Vous avez un rapport de taille à nous donner, peut-être pour la salle, que ça permette d'appréhender le potentiel qui est devant vous ? Bon, au niveau groupe, c'est-à-dire il y a un objectif quand même d'ici 2 ans d'atteindre 50%, 50%. 50% en ligne, 50% offline, online. Donc ça, c'est un objectif qui est quand même très costaud. À date, on dépasse les 30%. Donc du coup, le mouvement, il est donc dans le monde, hein, on parle bien du monde. Ça, c'est au niveau monde. Hein. Ça, c'est au niveau monde. Voilà, il y a des régions au niveau du monde où ce chiffre-là, le chiffre d'affaires de tout ce qui est e-commerce dépasse les 2 tiers. Par exemple, en Chine, où le e-commerce est très, 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 très fort. Maintenant, au niveau Maroc, on a quand même, on est inférieur à 5%. En termes de poids,
Et ça, c'est-à-dire autant dire qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, pour que le e-commerce se développe au Maroc, il faudrait aussi qu'il y ait des acteurs aussi présents que dans d'autres pays. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir Jumia, mais c'est-à-dire si par exemple on avait 2 ou 3 grands acteurs, il y aurait plus, on va dire, de concurrence et forcément 1 + 1 est égal à 3. Et donc, et ça aujourd'hui, donc ça aussi, ça justifie aussi pourquoi par exemple le Maroc versus l'Égypte ou versus un autre pays comme le Nigeria ou même l'Afrique du Sud, on est quand même sur des ratios plus faibles. Alors, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est le changement de mindset au niveau de l'habitude de consommation. Il est clair aujourd'hui que quand on voit des chiffres, on constate que par exemple, même c'est-à-dire le e-commerce, si je prends par exemple des secteurs, par exemple tout ce qui est, on va dire beauté ou tout ce qui est habillement et tout ça, on est encore sur du 2/3 cash on delivery et le tiers en paiement en ligne. Et ça montre qu'on n'a pas encore totalement, on va dire, une grande confiance dans ce système-là. Et donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aussi un changement de mindset par rapport à ça. Je pense que les grands retailers sur place sont vraiment en train de développer leur plateforme, hein, sans les citer Marjane et Carrefour. Hein, ils se développent énormément. Et je pense qu'on a de beaux jours devant nous, à condition que tous les acteurs qui doivent intervenir dans ce secteur-là jouent leur rôle, aussi bien les fournisseurs que tous les intervenants on va dire, sur le marché. Merci pour votre retour. Monsieur Chakor. Je voudrais réagir parce que ça confirme le constat de tout à l'heure. On n'est pas sur la bonne cadence, on n'est pas sur la bonne vitesse et les ingrédients de l'accélération ne sont pas réunis, à mon avis. Parmi les ingrédients essentiels, c'est de sortir de la logique d'égo-système vers une logique d'écosystème. Il faut s'ouvrir beaucoup plus aux startups, il faut s'ouvrir beaucoup plus aux petites structures, il faut s'ouvrir aux initiatives. Demain, il y a une entreprise qui initie un projet de locker pour delivery. Ça ne doit pas me prendre 2 ans pour vendre. Je dois tester rapidement, on doit être beaucoup plus réceptif à l'erreur, beaucoup plus réceptif à essayer, parce que si Jumia existe aujourd'hui, c'est parce qu'on lui a fait confiance quelque part dans le monde. Et ce quelque part dans le monde aujourd'hui, c'est le Maroc, et on devrait pousser les big players. Aujourd'hui, les opérateurs du retail, tous veulent faire tout eux-mêmes. Et ils ne créent pas une logique d'écosystème parce que, et si je reprends l'exemple du food delivery, en faisant tout eux-mêmes, Pizza Hut faisait de la livraison il y a 30 ans, ça n'a jamais révolutionné le monde de la livraison de food. Il faut aider, encourager et saisir l'opportunité de la capacité d'innovation des startups et des jeunes et les embrasser et leur ouvrir la porte, leur offrir des bacs à sable où il peut venir tester son concept, son idée et avec la bienveillance nécessaire du grand groupe pour pouvoir faire émerger quelques idées, 2 sur 20, qui puissent faire révolutionner En l'absence de ça, moi je crois qu'il n'y aura rien. Et l'indicateur rationnel, c'est l'investissement VC dans l'innovation et l'intégration des solutions, l'absorption des solutions par les grands groupes. Et sans ça, il n'y a pas. C'est de la volonté, sinon on va attendre que, comme Mekseb est venu d'Égypte pour digitaliser la relation commerciale, on va attendre Trella, on va attendre SocoWatch, on va attendre qu'ils vont venir de Nigeria. Et donc l'écosystème d'innovation, il faut le nourrir, il faut l'accompagner, il ne faut pas le snobber. Parce que c'est le cas aujourd'hui, il est snobé par les grands players locaux. Il faut l'intégrer et il faut lui donner l'occasion de faire des choses. Voilà mes problèmes, aide-moi à traiter cette solution. 2 développeurs ou 2 jeunes fous vont aller prendre un challenge et venir avec des solutions intéressantes.
On a beaucoup parlé d'innovation, je me tourne, et puis de jeunesse, et donc je me tourne vers le dernier intervenant qui est le plus jeune autour de cette table. Jumia a été, je pense, cité par les trois intervenants. Aujourd'hui, vous êtes en nécessité, vous adaptez en permanence. Vous avez déjà donné un exemple avec la Pick-up Station. Aujourd'hui, c'est quoi un peu votre process à vous d'adaptation? Comment vous faites pour être toujours, entre guillemets, en réponse permanente aux nouvelles nécessités du marché marocain? Bah écoutez, en fait, c'est un changement de mindset qui s'est opéré chez nous. On avait des dogmes, en fait, des choses qui étaient gravées dans la roche et qu'on n'avait pas le droit un peu de remettre en question. Je parle par exemple de l'humanisation des relations avec nos clients. Je parle aussi du fait de vouloir à tout prix et le plus rapidement possible arrêter le cash on delivery. Et depuis un certain temps, depuis une année et demie, on a cassé ces dogmes. Et grâce à ça, on réussit à s'adapter de plus en plus à nos consommateurs, pas uniquement au Maroc, mais dans tous les pays africains où on opère. Concrètement, avant, on avait quasiment fermé notre customer service par téléphone. Pour joindre un agent Jumia par téléphone, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a revu ça et on est en train d'agrandir notre centre d'appel en quelque sorte au Maroc et ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte que en Afrique, les gens avaient encore besoin de ce contact humain. Et donc le fait de l'éradiquer à tout prix, on se tirait en fait une balle dans le pied parce qu'on ne comprenait pas le marché. Souvent, on entend dire Jumia, c'est l'Amazon africain, mais en fait non, Jumia n'est pas l'Amazon africain. Jumia, c'est Jumia. Et la culture nord-américaine, européenne n'est pas la même que la culture africaine. Et l'état de maturité, si je peux dire, des marchés nord-américains, européens ou asiatiques n'est pas le même que le marché africain. Et donc, il faut nous adapter. D'autres types d'adaptations qu'on a fait, c'est bien évidemment le paiement. Aujourd'hui, on offre du cash on delivery. Quand j'en parle à des amis qui travaillent dans le même secteur à l'étranger, ils ne comprennent pas. Ils me disent comment vous faites? En fait, il suffit de s'organiser, de mettre en place des bons process de collecte, travailler avec des partenaires solides qui font la collecte pour nous. Et voilà, il n'y a pas réellement de sujet du moment qu'on est bien organisé. Aussi, d'autres facteurs où il faut être en fait, à l'affût de toutes les opportunités, il y a l'aspect commercial. Aujourd'hui, on a la chance au Maroc, contrairement à plusieurs pays africains où on opère, d'avoir une multitude d'acteurs internationaux qui sont sur le marché dans toutes les catégories et qui continuent à intégrer le marché marocain. Il ne se passe pas un mois sans qu'on ait une grande marque internationale, que ce soit dans la catégorie fashion, la catégorie appliance, la catégorie home. Voilà, je pense à home. Il y a quelques semaines, on vient de lancer la boutique de Mumuso. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boutique de gadgets sud-coréenne. Et on a cette chance au Maroc. Donc on offre à nos clients cette fraîcheur en termes d'assortiment, en termes de choix. Et donc, on s'adapte un peu à leurs exigences. Au Maroc, aujourd'hui, un Casablancais qui va au Morocco Mall ou bien à n'importe quel mall, il trouvera les marques de référence qu'il a sur ces malls chez nous. Et ça, c'est une grande chance qu'on a et on en profite. Au niveau marketing aussi, on s'adapte. Ces 2-3 dernières années, on a constaté que les social media ont pris une place de plus en plus prépondérante au niveau des répartitions d'audience. Et donc aujourd'hui, on mise davantage sur du digital. Si vous constatez, on n'a quasiment pas fait d'offline depuis quasiment 1 an. Et on se concentre uniquement sur du digital, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on interagit avec nos clients, on met du contenu dynamique, bref, on crée de l'animation là-dessus. Et c'est en quelque sorte une adaptabilité. Dans quelques années, les gens qui ont 15-16 ans aujourd'hui, c'est eux qui auront le pouvoir de consommation. Et donc, il faut préparer le terrain pour que lorsque ces gens vont être, que ça sera nos clients, qu'on ait une structure omnicanale totalement adaptée et qui va nous permettre de faire de la croissance.
Et je termine en rebondissant un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Marboux, sur la concurrence. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est l'entrée de nouveaux players, qu'ils soient nationaux, j'espère qu'on en aura des nationaux, mais même internationaux, qui va faire grandir le marché de l'e-commerce. Et pour l'anecdote, tout récemment, on a eu le lancement de la marketplace de Marjan. Beaucoup de gens auraient pu penser qu'on aurait pu être inquiet, mais au contraire, on était content de l'entrée d'un player de renom comme Marjan, parce qu'on sait pertinemment qu'il va convertir de nouveaux clients à l'e-commerce, et donc le gâteau va juste s'agrandir pour nous, pour eux et pour toute l'industrie de l'e-commerce. Voilà. Merci. Donc en synthèse, encore une fois, beaucoup de choses ont été dites. Ça marche, je vais le dire comme ça. Je pense que tous vous avez dit, il y a effectivement une progression du chiffre d'affaires. Il y a un effet de levier aussi autour de la fidélité qui a été fortement évoqué. Il y a un potentiel, vous l'avez, surtout L'Oréal qui a pu nous livrer quelques chiffres, entre le 5% aujourd'hui existant au Maroc, et puis on ne va pas parler de la Chine qui est aux 2/3 de ses activités en e-commerce, mais donc un potentiel très important. Pour ça, il faut aussi raisonner de manière différente, plutôt des logiques d'écosystème plus d'écosystème. Et là, les deux illustrations qu'on vient d'avoir l'ont parfaitement démontré. Vous avez évoqué aussi des nouveaux parcours de coûts potentiels comme les lockers qui sont aujourd'hui existants, mais on a du mal effectivement à les mettre en œuvre. Donc il y a une logique d'écosystème à créer, je reviens pas dessus. Et puis d'adaptabilité, je crois que ça c'est le mot fort aussi qui ressort de vos propos, avec l'exemple sur le cash delivery que vous continuez effectivement à mettre en œuvre. La fraîcheur de l'offre, la fraîcheur du choix, la fin du marketing offline parce qu'on le faisait, ça marchait pas, on s'est vite réadapté et on s'est basé sur l'online. Donc en tout cas, des perspectives, dit autrement. Vous vouliez rebondir? Je veux juste rajouter que sur les 3 ou 4 dernières années, tous les acteurs sur le marché qui interviennent dans cette, dans cette chaîne-là, ils se sont adaptés. En termes d'investissement, en termes de moyens, on les voit aussi bien pour les acteurs qui sont dans toute la partie, préparation des commandes, tout ça. Donc, ils ont adapté aussi leur structure à ce business-là de e-commerce. Et que ce soit aussi pour les partenaires au niveau du transport ou le last mile, là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le secteur a pris confiance, en fait, de l'importance de s'adapter pour pouvoir accompagner. Effectivement, il est important que des nouveaux acteurs, en termes, je ne vais pas dire de marketplace, mais en termes de tout ce qui est distribution, tout ça, voient le jour, parce que c'est ça qui va permettre aussi de créer plus de confiance, et aussi parce que on doit faire confiance à ces nouveaux entrants qui, dans tous les cas, tôt ou tard, ils vont prendre leur place. Donc après, c'est une histoire d'investissement, c'est une histoire de se conformer, c'est une histoire aussi pour pouvoir nouer des relations avec des grands groupes. Il y a des adaptations aussi à faire. Donc ça, c'est important. Dernière question avant de passer aux questions à la salle. On a démarré un petit peu en retard et on déborde un petit peu. Il y a aussi effectivement dans la mise en place de ce nouveau commerce un certain nombre de difficultés. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le paiement dématérialisé. Parce qu'il semble que, je l'ai entendu pendant les 2 jours qu'on vient d'avoir, donc je voudrais revenir sur ce point-là, et aussi un peu sur les externalités négatives que peut générer le commerce. Vous allez un petit peu évoquer, Monsieur Chakour, et je voudrais revenir dessus. D'abord sur le paiement dématérialisé, Monsieur Bencheida. Écoutez, aujourd'hui, on voit un changement culturel qui est en train de s'opérer. Le passage du paiement cash matérialisé vers un paiement dématérialisé. Mais ça va prendre du temps, on va pas se mentir. Le Maroc est un pays qui fonctionne au cash pour différentes raisons. Et ça va prendre du temps. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, quasiment 80% de nos colis sont payés en cash on delivery, que ce soit sur le foot ou sur physical goods. Donc je pense qu'il y a un long chemin à faire, ça va prendre du temps. Et en fait, nous, on compte sur cette nouvelle génération de millennials qui va arriver dans 5, 6, 7 ans, qui aura un pouvoir d'achat. Et je pense que le basculement vers une majorité de paiements dématérialisés se fera à ce moment-là.
Maintenant, tout l'écosystème est plus ou moins mis en place. Donc on a un volet législatif avec la loi 0908 qui est en place pour la protection des données. On a aussi des champions nationaux en termes de solutions de paiement en ligne, qui sont là. Et en fait, c'est une industrie à part entière aujourd'hui, toutes ces solutions et toutes les solutions qu'ils proposent. Et donc, voilà, ça va un peu prendre de temps, mais je pense que d'ici quelques années, les chiffres qu'on voit aujourd'hui seront nettement plus élevés. Il ne faut que voir les volumes de paiement dématérialisés qui ont des croissances à 2 chiffres depuis plusieurs années. Et selon les estimations, ils devraient doubler, voire même tripler sur les 5-6 prochaines années. Donc l'avenir est très prometteur là-dessus, je n'ai pas de doute. Il faut juste être patient. Merci. Monsieur Chakor, sur les évolutions du commerce connecté, notamment au niveau du travail. Je pense que ça, on a beaucoup parlé du last mile. Et aujourd'hui, si je prends le cas de l'Europe, il y a eu, c'est bon, il y a eu un démarrage, on va dire, débridé de ces solutions-là, avec des modèles que je vais qualifier un peu moyenâgeux, où on en a un peu au Maroc. Et est-ce que le Maroc aujourd'hui regarde aussi ce qui a pu exister et est-ce qu'il s'en inspire pour éviter les écueils qui furent celles de ces entreprises? Je crois que le Maroc vit une situation un peu différente par rapport à l'Europe, c'est-à-dire qu'on a besoin de créer de l'emploi, quelle que soit, on va dire, sa valeur et quelle que soit sa qualité au début, mais après on va se poser la question sur ça. On n'est pas encore dans la qualité de l'emploi créé au Maroc, on est encore dans il faut créer de l'emploi. Et donc le modèle auto-entrepreneur très encouragé, je crois que la majorité des opérateurs de logistique un peu ubérisés construisent autour de ce modèle. Je crois que viendra le temps, c'est pas tout de suite, où se posera la question de la qualité de cet emploi, mais on a besoin de massifier, on a besoin de faire plus, et je ne crois pas que le Maroc soit dans la même problématique européenne aujourd'hui. Au contraire, on aimerait bien qu'il y en ait beaucoup plus et que la chaîne de valeur e-commerce soit inclusive et permette à des gens, des NEET qui sont ni en emploi ni en éducation, puissent s'intégrer dans une chaîne de valeur vertueuse et qu'ils puissent en profiter. Après se posera la question de la qualité, on n'en est pas là. On est encore dans la phase où il va falloir en faire plus, à mon avis. C'est mon avis. Merci. Je vous propose un temps de questions. Simplement, c'est un peu comme à l'école, il faut lever la main. Et puis, il y a nos charmantes hôtesses qui vous passeront un micro. Pas de questions. Pardon? Très timide, oui. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à remercier nos invités. Merci à tous.